Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans le décor magnifique de l'hôtel Le Louise à Bruxelles. Mon invité a mis en lumière des centaines d'artistes au cours de presque 60 dernières années. Il partage aujourd'hui ses souvenirs dans un livre magnifique intitulé Mes années-lumière. Il est le plus célèbre éclairagiste de la scène française. Bonjour Jacques Rouvérolis. Bonjour Nicolas. Très heureux de vous rencontrer. Moi aussi. Pour évoquer ce qu'on appelait à l'époque des vedettes. Oui, c'est vrai. On disait pas star, mais on disait vedette. C'est un terme un peu désuet, mais qui a toujours beaucoup de charme. Oui, je trouve aussi. Parce que des stars, les vraies stars, on les compte encore sur les doigts d'une main. Exactement. Vous êtes né en 1945 à Grenoble. Oui. Comment est-ce que tout a commencé pour vous? Comment êtes-vous entré dans ce monde du music hall? Ah, tout à fait par hasard, parce qu'avant, ça s'appelait music hall et les variétés. Je travaillais, après mon service militaire, j'avais l'intention de faire barman et de descendre sur la Côte d'Azur. Je voulais aller à Saint-Tropez. Et à court d'argent, je me suis dit, si la dernière voiture... J'étais en face, à Fréjus-Plage, en face d'un établissement qui était en réflexion, qui faisait boîte de nuit et restaurant. Et je me suis dit, si la voiture ne s'arrête pas en autostop, si la prochaine voiture ne s'arrête pas, je vais traverser, demander du travail. Elle ne s'est pas arrêtée. J'ai demandé du travail. Et c'était deux frères, les frères Basset, qui avaient cet établissement. Un s'occupait du restaurant et l'autre du nightclub. On appelait ça le nightclub à l'époque. Ils cherchaient un plagiste, un maître-nageur et un barman. J'avais tellement envie de travailler que je leur ai dit que je remplissais les trois fonctions, à moi tout seul. Donc ils ont souri, ils m'ont quand même engagé. Et ils ont engagé aussi un groupe de rock'n'roll qui venait... Ça ne se faisait pas à l'époque, on était en 65, fin 65. Et ils s'appelaient les Beatles. J'insiste bien sur la prononciation. Les Beatles et non pas les Beatles. Ils s'appelaient les Beatles et quand je suis parti avec eux, ils se sont appelés les Jelly Roll. Et 10 ans après, ils sont devenus Il était une fois. Je reviens en arrière, lorsqu'ils se sont mis à... Ils étaient là pour faire danser les gens, pour remplacer le disquaire à l'époque, ça s'appelait pas DJ, mais le disquaire. Et ils étaient là pour faire danser les gens 3/4 d'heure. Lorsque j'ai écouté une répétition, j'ignorais totalement la musique, hein, je revenais de Grenoble, de mon service militaire dans les montagnes, dans les chasseurs alpins. Et je me suis assis sur un tabouret pour écouter la répétition. 1/4 d'heure après, je me suis relevé et je me suis aperçu que je visualisais ce que j'entendais musicalement. Donc j'ai proposé au patron de cet établissement, de frères, de les éclairer. Ils m'ont dit, ça ne sert à rien de les éclairer, ils sont là pour faire danser les gens. Et à l'époque, je parle de 1965, nous étions peut-être 3-4 sur la planète à avoir eu l'idée d'amener le premier, je crois que c'était James Brown, qui avait un light show, lui. Et donc, j'ai tellement insisté qu'ils m'ont fabriqué 3-4 interrupteurs. Ils m'ont acheté des lampes que je trempais dans du vernis pour faire de la couleur. Hein, et un soir, j'ai mis en œuvre ce que j'entends, ce qui me paraissait bien dans ma tête, en activant les quelques projecteurs, les quelques lampes que j'avais. Et le chef d'orchestre est sorti de son concert et m'a dit c'est la première fois que les gens s'arrêtent pour nous regarder. Donc je suis parti avec eux et voilà. Et après l'histoire a commencé ici. Et... Paris réussi, c'était le début d'une belle aventure. Très belle aventure. Vous aviez 20 ans, plein d'énergie et beaucoup d'idées. Dans la foulée de cette aventure, vous allez faire une autre rencontre avec quelqu'un qui est entré dans la légende, c'est Michel Polnareff. Oui, Michel Polnareff. Comment est-ce que vous le rencontrez? Alors, nous étions au Chatham, à Megève,
chez un monsieur qui maintenant est très connu, qui s'appelle Partouche, les casinos Partouche. Là, il avait juste 2 boîtes de nuit, une à Megève et une autre au Touquet, qui s'appelait la même chose, ils portaient le même nom. Nous étions à Megève, et Polnareff était en vacances à Megève, et rentré dans cette boîte, a vu le groupe et mon travail de lumière. Il nous a demandé, enfin il m'a demandé si j'étais capable de faire ce que je faisais pour le groupe, de le faire avec lui. J'ai dit oui, je connaissais pas, au début je connaissais pas trop Polnareff, hein, et il nous engageait avec le groupe et je suis resté 8 ans en exclusivité avec lui, avec ce génie de la musique qui m'a permis de développer mon style et qui m'a fait naître un peu dans la lumière. Vous avez la révélation que la lumière est très importante pour la scène, pour les artistes, lui aussi. Ah, lui aussi, tout de suite, on va dire, il s'est embarqué là-dedans et au contraire, il me poussait à être novateur et c'était vraiment, ça a été ma première école, quoi. Et lorsqu'il est parti aux États-Unis, je me suis retrouvé, on peut dire, à la rue pendant une semaine. Je ne savais pas bien ce que j'allais faire. C'est Joe Dassin qui avait vu le spectacle de l'Olympia que nous avions fait avec Michel, qui m'a demandé si je voulais travailler pour lui. Et après, tout s'est enchaîné. Dassin, Mike Brandt, Christophe, Hallyday, tout le reste. Tout le reste s'est embarqué. Ce qui me frappe, c'est que vous ayez travaillé de façon exclusive pendant 8 ans pour Michel Polnareff. Oui. C'est lui qui le demandait? Oui, oui, il ne voulait pas que ce soit partagé, oui. Oui, je suis resté 8 ans en exclusivité avec lui, oui. Sauf une fois où, mais parce qu'il accompagnait Johnny Hallyday à Palais des Sports au piano, et comme la personne qui s'occupait de la lumière pour Johnny Hallyday était chargée de faire aussi la scénographie, était très occupée, on m'a demandé de faire les lumières avec ce qu'il y avait pour ce spectacle-là. Mais sinon, après, je suis retourné avec Michel Polnareff. De Michel Polnareff à Joe Dassin, évidemment, on n'est pas dans le même univers. Pas dans le même registre, non. Pas les mêmes personnalités non plus. Non plus, non. Mais bon, tout s'est enchaîné. J'avais développé une méthodologie de travail. Comme je ne suis pas musicien, je me suis attaché au texte. Et Michel avait de très très belles chansons. Polnareff avait de superbes textes de chansons. Donc ça m'a permis de développer, sans le savoir moi-même, je l'ai appris beaucoup plus tard, quand j'ai commencé à faire du théâtre, que je développais une dramaturgie des chansons comme ça. Donc je racontais chanson par chanson. Pour moi, une chanson, c'est un petit film de 3 minutes ou une petite pièce de théâtre de 3 minutes. Et chaque fois, je m'attachais à ces textes-là pour pouvoir développer une lumière. Et j'ai continué cette façon de penser et d'envisager la lumière, un peu comme dit le peintre Braque, je ne peins pas la tasse, mais je peins l'espace qui est autour de la tasse. Donc je me suis attaché un peu à ma méthodologie et ça m'a souri puisque j'y suis encore. Vous avez été le premier à placer un spot derrière au sol, un oui, artiste, au sol, oui. Au sol, tourné vers le public. Vers le public. Comment oui. en avez-vous eu l'idée? Alors, ça a été au départ un petit accident. Il me restait un projecteur. J'étais à comment ça s'appelle, à Toulouse, à la Halle au Grain. À la Halle au Grain, il me restait un projecteur avec Polnareff que j'ai mis sur pied comme ça, mais dirigé vers le haut. Et dans ma précipitation, je l'ai mal serré, et si bien que quand j'ai actionné ce projecteur, il était dans le dos de Polnareff, et d'un seul coup, je me suis aperçu du bienfait de cette lumière qui arrivait de dos comme ça. Je me suis dit, il y a un truc à développer. Je suis parti là-dedans, et j'ai commencé à les mettre au sol, à le mettre à l'envers. Après, c'est le hasard, c'est le truc qui est comme ça, quoi. Vous citiez d'autres artistes avec lesquels vous avez travaillé par la suite. Vous avez cité Christophe, Joe Dassin. Oui. Vous dites aussi de Mike Brandt qu'il était la gentillesse incarnée. Ah oui, c'était une personne très 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 gentille, mais avec, pardon, avec un mal de vivre quand même. On sentait un certain spleen chez lui, mais cet homme était déjà très très beau gosse. Moi j'ai vu arriver sur scène des chaînes en or, des soutiens-gorge, des petites culottes que les filles, elles les étaient dingues
de ce chanteur avec une voix assez exceptionnelle. Et puis il a perdu la vie en le voulant, quoi. En le voulant vraiment, je sais pas, il avait un mal de vivre. Personne ne pouvait l'aider. Non, personne ne pouvait l'aider. Vous savez, il y a un moment, chaque personne est son propre assassin, quoi. S'il veut mourir, c'est qu'il veut mourir, hein. En revanche, vous n'avez jamais travaillé avec Claude François? Jamais, non. Je n'aimais pas trop cette personne, non. Il parlait mal aux gens. Je trouve que toute ma carrière, en tout cas, qu'elle soit théâtrale, l'opéra ou tout, si je ressens pas les personnes, les artistes, je refuse, oui. Je marche au feeling. J'ai toujours marché au feeling, oui. En revanche, et c'est une des mises en lumière que j'ai eu le plaisir de voir devant mes yeux, vous travaillez depuis 1976 avec et pour Sylvie Vartan. Oui, oui, toujours, oui. C'est une belle longévité, une Ah belle oui, histoire c'est un porte-bonheur pour moi. d'amitié et de fidélité dans Oui. votre vie. Exact, c'est vraiment un porte-bonheur pour moi. Elle m'a toujours porté chance. Et c'est d'ailleurs à la sortie d'un concert que nous donnions au Palais des Congrès, à la sortie que j'ai rencontré le metteur en scène qui m'a fait découvrir le théâtre. Et lui, il m'a pris la tête pendant 2 heures, je ne voulais pas parce que je n'avais pas cette culture, j'étais pas cultivé pour le théâtre. Et il m'a persuadé, au bout de 2 heures, j'étais fatigué, c'est vrai. Enfin, j'ai dit oui. C'était pour Cocteau Marais, avec Jean Marais. Et pour moi, Jean Marais, là, on peut parler de star, quoi, d'une immense star, quoi, hein, cinématographique, théâtrale. C'était. Et j'ai dit oui, et j'ai bien fait de dire oui, parce qu'il m'a fait découvrir, il m'a fait rentrer dans le théâtre par la grande porte. Jean-Luc Tardieu, un metteur en scène qui après est devenu directeur de l'Espace 44 à Nantes, où j'ai réalisé toutes ces créations qui m'a permis de connaître Denise Gray, Louise Feuillère, enfin plein d'artistes. Grâce à lui, il m'a fait découvrir le théâtre. Et c'est avec Sylvie Vartan que ce truc est arrivé. Chaque fois, la même chose avec, à la sortie du Palais des Sports, je rencontre Annie Girardot et Bob Decou, qui me donnent dans la main les clés du Casino de Paris qui était fermé depuis 10 ans. Et c'est grâce encore à Sylvie Vartan, ils étaient venus voir un spectacle de Sylvie Vartan. Donc c'est vraiment un porte-bonheur. Et depuis la même époque, depuis 1976 aussi, et jusqu'à son dernier spectacle, vous avez aussi mis en lumière les spectacles et même les shows, disons-le, de Johnny Hallyday. Oui, oui, depuis 1976, oui, la première création, 1976, mais j'avais embarqué un tout petit peu avant, mais c'était des tournées, quoi, mais depuis 1976. Alors, voilà une autre école où ce monstre de scène, car c'était pour moi comme à l'égal d'un Jagger ou d'un Mercury ou un Sammy Davis Jr., c'est un phénomène de scène, quoi. Un phénomène de scène qui m'a tout permis, mais vraiment, c'est des personnes, lorsque vous avez la chance et le bonheur de travailler avec elles, avec ces personnes-là, qui vous tirent vers le haut, quoi, qui sont là pour... oui, on a fait jusqu'aux vieilles canailles 42 ans de chemin assez sympathique. Quel souvenir vous gardez de la première rencontre avec lui? Un mauvais souvenir parce que j'avais fait un remplacement. Après Johnny Circus, il y avait Gérard Pernet qui faisait ses lumières, m'a appelé sur un temps mort de Joe Dassin. J'avais fini une tournée avec Joe Dassin, m'a appelé pour me dire: écoute, j'en ai marre, je suis fatigué, je ne supporte plus cette ambiance, j'ai pas de matériel, enfin bon, tu peux me remplacer sur Johnny Hallyday. J'ai été le remplacer, et c'est vrai qu'on avait 5 projecteurs de chaque côté, il fallait choisir un spectateur pour faire la poursuite. La poursuite, c'est le projecteur qui suit le chanteur. Et donc, bon, je l'ai remplacé et je me suis dit, après la tournée, je lui redonne le truc parce que bon, c'était déjà une star, hein, Johnny Hallyday. Mais techniquement, scéniquement, ça n'avait aucune allure. Les musiciens, tout le monde venait, les impresarios, les fans et tout le monde montait sur scène boire le champagne. Enfin, il n'y avait aucune discipline. Tout était un peu
tout était à volo. Et je finis la première tournée, donc cette tournée-là, et j'appelle mon camarade en lui disant « Tu reprends ton bébé là, parce que c'est impossible ». Et lorsqu'ils y sont repartis en tournée, Sacha, son secrétaire, Sacha Roule, m'a rappelé et m'a dit non, non, c'est toi qui veut que ce soit toi. J'ai dit, arrête. Il m'est passé devant pendant un mois, jamais il m'a salué, jamais il m'a fait un signe et tout. Il ne sait même pas qui je suis, laisse tomber. Non, 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 il insiste, il insiste, il insiste. Je me laisse, j'écoute les échos des sirènes, je me laisse embarquer. Et le 2 au 3e soir de la seconde tournée, personne n'approchait la caravane. Nous passons souvent sous des chapiteaux, hein, c'était avant les Zéniths. C'était dans les années 72, 71, 72, avant le Palais des Sports. Et là, je vois sa caravane, la porte ouverte, personne devant, aucun garde du corps. Je me dis, la seule solution, c'est que j'aille me faire virer. Donc je rentre dans la caravane, il était devant son miroir, comme ça, avec une serviette autour du cou, les trucs de loge, comme ça, avec les ampoules. Il n'a même pas levé la tête pour savoir qui était là. J'ai vidé mon sac, je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, d'où je sortais, d'où je venais, et comment je m'appelais, et que c'était pour moi, il était impossible de continuer dans ces conditions-là. Enfin, au bout de tous mes arguments, qui ont duré peut-être 3-4 minutes, 5 minutes, il m'a toujours pas regardé qui était là dans le miroir. Il s'est levé sans me calculer, il est passé devant moi. Il a rouvert la porte de la loge, il a appelé son secrétaire, Sacha est arrivé, qui est devenu blême quand il m'a vu dans la loge, personne n'avait droit d'y rentrer. Et il a dit à son secrétaire, tu vois le monsieur là qui est derrière moi, à partir d'aujourd'hui, tu lui donnes tout ce qu'il va te demander. Et ça a duré 42 ans. Et donc on m'a donné tout ce que j'ai demandé. Mais bon, raisonnablement, il a fallu avec mon ami Abriol, Roger Abriol, qui faisait le son à l'époque, avant de devenir directeur de production, il a fallu qu'on remette un tout petit peu d'ordre. L'entrée de l'orchestre, mettre une lampe rouge, il ne fallait pas monter sur scène, même un paillasson pour s'essuyer les pieds avant de monter sur scène, remettre de la discipline, de l'ordre un peu, et petit à petit qu'on m'amène des projecteurs, qu'on m'amène un peu de quoi faire le travail, quoi. Johnny Hallyday nous a quittés il y a 5 ans. Nous ne sommes pas les seuls, évidemment, à nous en souvenir. Vous pensez souvent à lui? Oui, je pense souvent à lui, parce qu'en plus, il m'a offert dans mon bureau, j'ai un double disque d'or du Zénith. Bien sûr, je pense souvent à lui, obligatoirement, parce que quand vous passez 42 ans à vous occuper des choses de ce phénomène, il est en vous, hein, il est comme ça. Mais bon, j'ai l'impression qu'il est toujours là, quoi. C'est pas une personne, c'est pas un défunt pour moi, quoi. J'ai été à son enterrement, bien sûr, on était présents, mais bon, il est toujours présent quand même. Toujours présent, mais il vous manque? Beaucoup, bien sûr, il manque parce que il manque à beaucoup de gens, parce que c'était une personne très timide, certes pas très cultivé, mais très intelligent. Il avait la science de la scène, la science infuse de la scène, quoi. Il avait ce truc-là en lui, et je vous dis, moi, il m'a permis de développer grandeur à des trucs immenses, ce qui m'a permis de faire après des Jean-Michel Jarre, ce qui m'a permis de faire ce que je faisais des fois sur Hallyday, c'est du travail que j'emmenais dans le théâtre, que j'ai pu emmener dans le théâtre, un peu plus de folie, un peu plus de muscles. Et le théâtre aussi m'a permis aussi de ramener dans le showbiz un peu plus de sagesse ou de tenue. C'est grâce à Johnny Hallyday, oui, et surtout, ça a été mon meilleur attaché de presse, quoi. Vous ressentiez sa timidité? Oui, il est très timide. Lorsque nous étions seul à seul,
lorsqu'à la fin, au début et à la fin des spectacles, je passais toujours dans la loge. Lui demander comment il se portait, comment il allait, qu'est-ce que... Nous parlions jamais de lumière. Hein. En 42 ans, si on a parlé 2 minutes de lumière ensemble, c'est le maximum. Mais bon, je voulais prendre la température et puis on parlait de choses de garçons, quoi. Et à la fin des concerts... Des filles et des voitures. Les filles et des voitures, bien entendu, les choses de garçons. Et à la fin des concerts, je passais alors... Notre conversation durait entre 20 et 30 secondes. Et quand je sentais qu'il voulait vraiment parler un peu, d'ailleurs, il demandait, il disait, assieds-toi un peu avec moi. Et là, on parlait un peu plus longtemps. Mais sinon, ça se cantonnait à « tu vas bien ?» « Oui, je vais bien. » Et il avait l'outrecuidance de me demander « tu n'es pas trop fatigué ?» alors que c'était lui qui venait de faire son récital, un marathon. Mais sinon, oui, très très timide. J'ai eu la chance de tomber en vacances avec lui et sa première épouse, Sylvie Vartan. Nous préparions avec Paul Naref à Palm Springs un spectacle pour le Japon et ils sont passés nous voir. Nous sommes restés, toute cette équipe-là, 3 semaines à Palm Springs autour du piscine où on s'est fait chier comme des rats morts, mais enfin, nous étions là et c'était très très agréable parce que une fois que l'entourage, tout ça était parti, ça devenait des copains, des frères, oui. Mais il ne fallait pas l'entourage. Une autre première rencontre que vous n'êtes pas prêt d'oublier, c'est celle avec Serge Gainsbourg. Ah oui, j'adore Serge. J'adore Serge Gainsbourg. Déjà très très impressionné lorsqu'on me donne un rendez-vous où je dois le rejoindre rue Verneuil. J'arrive et la première chose, avant de me dire bonjour, il me dit « Dis-moi petit gars, il faut penser à mon entrée ». Et donc, il me fait rentrer dans son immense salon où sur les banquettes, il y a plein de posters encadrés de Bardot, d'Adjani, de Birking. Et sur une table un peu comme celle-ci, il y a plein de cendriers. Et là, il y a juste un cendrier où on s'en sert, sinon tout le reste, c'est de la décoration très chic, très impeccable. Et je sors mon paquet de cigarettes, voulant le mettre sur la table, mais je suis tellement impressionné que mon paquet de cigarettes tombe. Et en voulant le ramasser, je me veux une réflexion intérieure, mais je suis impressionné, ma réflexion sort comme ça. Et en ramassant un paquet de cigarettes, je me dis, il ne pourra jamais. Et lorsque je rejoins son regard, il me fait, génial, on prendra un cascadeur. Mais la vérité, c'est que lui, il avait été plus loin que moi. Moi, j'avais pensé juste à mettre un câble à travers la scène pour qu'il se prenne les pieds dedans et s'aplatisse sur scène. Il avait une réputation d'homme qui aimait bien boire. Et lui, il avait pensé plus loin. Du haut des escaliers du casino, je ne sais pas si vous connaissez le casino de Paris avec ses escaliers, le faux Gainsbourg, le cascadeur, loupait la première marche et dévaler tout le long de... Cette entrée a été exceptionnelle puisque les gens ne savaient pas les premiers jours, avant que ça se sache, les premiers jours, les gens se cachaient le visage, criaient, d'autres ne voulaient pas voir, d'autres criaient, applaudissaient. Enfin, il aurait pu arrêter son tour de chant là, quoi. À son domicile, vous avez aussi fait une rencontre macabre. Oui, je suis dans les escaliers. Une fois qu'on a un truc comme ça, il m'a dit « Génial, on a fini, ça y est, c'est bon, tu as trouvé le truc ». Bon, j'ai beau lui expliquer que je voyais le câble, mais non, mais c'est superbe, tu as trouvé le truc. Et il me dit, je vais te faire visiter un peu l'appart. Et il me monte pour aller dans ses appartements, dans la chambre. Et dans le couloir, je vois sur les murs une photo d'un tiroir de morgue avec 2 pieds au bout dans ce tiroir avec une ficelle et une étiquette dessus. Et il me voit que... Je suis en demande de savoir qui c'est. Il me dit, tu sais qui c'est? Je lui dis, non, mais c'est bizarre. Il me dit, ben, c'est Marilyn Monroe qui est à la morgue. Il avait une photo des pieds de Marilyn Monroe dans le tiroir de la morgue. Mais néanmoins, vous n'aviez pas entièrement la réponse à votre question. Qu'est-ce que cette photo faisait chez lui? Oui, non, je ne l'ai jamais eu cette réponse. Bon, le nom de Marilyn Monroe m'avait suffi. Je pense que c'était bien. 2 autres artistes chez qui la lumière était essentielle
en scène, je leur trouve un point commun. Dites-moi si vous aussi, c'est Léo Ferré et Oui. Charles Aznavour. Oui, oui, bien sûr. Alors Léo Ferré, lorsque j'ai été présenté à lui, il m'a regardé, il m'a dit, c'est toi l'artiste des Lumières? J'ai dit, oui, oui, c'est moi qui fais les lumières. Il me dit, tu vois, j'ai gardé quelques cheveux blancs, ma touffe, comme ça la lumière pourra bien s'accrocher dessus. Mais une personne quand même assez remarquable, quoi, avec des textes, comme vous le savez, quoi. Et Charles Aznavour, identique, quoi, une personne mythique pour moi, parce que il a bercé ma jeunesse. Et c'était une personne qui, à ses débuts, a été très, très, très critiquée par son physique, par sa voix, par son physique et sa voix. Et donc, le monsieur me donne un rendez-vous. Je travaillais au Sporting de Monte-Carlo, où j'éclairais d'ailleurs le trio Frank Sinatra, Liza Minnelli et Sammy Davis Jr. Je faisais ces trois artistes-là qui venaient pour passer les 3 jours là au Sporting. Et je vais au rendez-vous de Charles Aznavour à Saint-Tropez. La première des choses, il me reçoit, il me dit « Avant toute chose, je vais vous faire découvrir mon bar. » Et il m'amène dans son bar somptueux qu'il a installé chez lui. Et il commence à me parler de lumière et tout, et il s'aperçoit que j'entends rien, quoi. Il me raconte des lumières. Il me dit d'où. Et puis à un moment, il dit, je sens que vous n'y comprenez rien. Je dis, non, je ne comprends pas beaucoup. Il me dit, de toute façon, c'est pour ça que je vous appelais, parce que j'y connais rien du tout. Et on a fait 30 ans aussi ensemble jusqu'à son décès. Il m'a fait faire le tour du monde, lui. Et grâce à vos belles lumières et aux ambiances que vous avez offertes à ces concerts magnifiques, vous nous avez aussi offert à nous et à lui des photos inoubliables. Oui, des belles photos. Oui, 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 parce que ce sont j'aime bien dire, chaque fois je le répète, je ne cherche pas à faire une œuvre d'art sur une œuvre d'art. La lumière est là pour souligner l'œuvre d'art. Quand vous regardez le lever du soleil ou le coucher du soleil, vous voyez, la plus mauvaise lumière du soleil, c'est quand elle est au zénith, quoi. Là, elle ne provoque rien du tout. Mais dès qu'elle commence, dès que le soleil ou se lève ou se couche, dès qu'on commence à avoir des ombres, c'est magnifique. C'est magnifique. Et donc, tous ces artistes-là, je me suis avec beaucoup d'humilité, et je continue encore avec l'humilité qu'on doit avoir pour ce genre de stars. D'ailleurs, eux-mêmes sont très très humbles, malgré ce que l'on peut penser, et à m'appliquer en tout cas, à toujours essayer de magnifier. Il y a une autre personne aussi avec qui j'ai eu énormément de plaisir à travailler, qui a été pour moi pendant 20 ans un amour platonique, c'est Barbara. Barbara qui était, ou Raymond DeVos, que j'ai accompagné là au Cirque Royal, qui est de naissance belge, qui était un artiste aussi incomparable. Tous ces gens-là, Barbara en tête, tous ces gens-là m'ont aidé à développer ce que je pensais, parce que ce que je faisais sur Johnny Hallyday, je ne le faisais pas sur Barbara ou sur Ferré. Chaque fois, je me suis attaché à faire du sur-mesure. Du sur-mesure. Si demain je devais vous éclairer, il est certain que votre physique m'inspire une chose et pas une autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc chaque fois, ça a été du sur-mesure, et pour moi, mon travail est dans un premier temps d'avoir un déjeuner avec l'artiste, mais seul à seul, qui n'est pas ni le secrétaire, ni tout ce qui peut déranger, c'est toujours l'entourage qui veut se prendre pour le roi. Donc un seul à seul qui me permet de voir, que ce soit avec Dutronc, que ce soit avec Renaud, avec Gréco, enfin avec tous les gens avec qui j'ai pu travailler, ce qui me permet de cerner un peu plus le personnage et savoir ce qu'il leur faut, parce que il est certain que le public, à part Hallyday ou Sardou, qui ont un public vraiment qui rassemble
du plus petit, on va dire, au plus grand, au plus petit de nous, au plus grand de nous. Sinon, Dutronc a un public plus branché. C'est vrai. Un peu plus. Gainsbourg, c'est la même chose, un peu plus cinématographique. Eddie Mitchell, lui, c'est beaucoup plus, pas université, mais collège scolaire, les profs, les trucs comme ça, c'est plus, vous voyez. Barbara, bon, c'est un peu plus cérébral. Des âmes plus sensibles. Bien sûr, Ferré est la même chose, c'est pas le public, tout le public qui va voir Ferré. Et donc tous ces gens-là, en écoutant leurs chansons, et à force de travailler avec un peu tout le monde, on se rend compte que chaque personne a le public. Il y a un souvenir de Gainsbourg quand on fait le Casino de Paris. Je suis avec mon assistant en régie lumière dans la salle, comme ça, puis je commence à élaborer un peu un schéma de lumière. Il parle derrière moi, comme ça, et puis il me dit mon Jacques, si tu veux, tu peux, vas-y, fais des flashs, des trucs comme ça. Je le regarde, je lui fais, mais j'éclaire pas Claude François, là. J'éclaire Gainsbourg. Il a eu un large sourire et il est parti. Il savait de quoi je parlais, quoi. Parce que pour moi, Claude François, à chaque fois qu'il faisait de la lumière, c'est un peu comme on voit maintenant, vous savez, les essuie-glaces, ces trucs. C'est très perturbant d'ailleurs. Oui, oui, parce que ça, dès l'instant où vous bougez, et pourtant, et Dieu sait que Michel Sardou a eu les premiers automatiques en Europe, on en a usé et abusé, mais il y a un moment, vous vous rendez compte que vous nuisez au contenu, quoi. On ne le voit plus, le contenu. Vous avez des écrans derrière immenses, c'est très beau, c'est très très beau, mais d'un seul coup, on perd un peu l'essence de... Vous voyez, si dans un film, vous n'avez pas de temps en temps des gros plans, des scènes où vous êtes en gros plan, où il y a un moment où si c'est perturbé toujours par des choses qui bougent, ça n'a pas de sens. Maintenant, ce que je vous dis, je n'ai pas parole d'évangile. Ça me regarde que moi. Mais en tout cas, depuis 56 ans, c'est dans cet état d'esprit que je travaille, oui. On reviendra à Michel Sardou dans un instant. Oui. Autre coup d'œil dans le rétroviseur pour le spectacle Revu et corrigé d'Annie Girardot au Casino de Paris. Vous avez renoncé à vos honoraires. Exactement, oui. Pour quelle raison? Alors, Annie Girardot, pour moi, c'était une grande actrice. Une grande actrice. Et le début, l'idée du spectacle qu'avait monté Bob Decou, son compagnon de l'époque, était une très très bonne idée. C'était un peu, c'est le début de Getch Patty, Patricia, qui n'était pas encore Getch Patty, le début de Gauthier, Jean-Paul Gaultier, le début de Jean-Paul Gaultier, il y avait Catherine Lara, il y avait, enfin bon, beaucoup d'artistes. Et l'histoire était très très belle, quoi. En plus, on m'offre les clés du casino, j'avais tout le casino pour moi, assez exceptionnel. Et est arrivé un directeur qui a repris le casino, Méjean, qui sortait de, je crois qu'il y avait un cabaret, La Tête de l'Art à Paris, et a complètement bouleversé avec Bob Decou, le metteur en scène, lui a complètement vrillé la tête pour nous faire autre chose. Et la pauvre, c'est Annie Girardot qui produisait, je crois que ça lui a coûté 200-300 millions de centimes, qui était énorme à l'époque. Et j'ai tellement eu de plaisir de travailler avec cette actrice. Vraiment, vraiment, ça m'a... Quand j'ai vu que tout le monde, le spectacle n'a pas marché, il a duré 1 mois et c'était une catastrophe, et quand j'ai vu que tout le monde s'acharnait sur elle pour se faire payer et tout, comme je travaillais bien, j'étais largement, j'avais pas besoin de beaucoup de son argent. Je suis allé la voir chez elle et je lui ai déchiré mon contrat. Je lui ai dit, pour moi, le bonheur a été de te rencontrer et de travailler pour toi. Et après, on a continué à faire des pièces dans lesquelles elle jouait. Mais ça a été un vrai plaisir pour moi de lui rendre ce qu'elle m'a donné, le bonheur qu'elle m'a donné, en tout cas, de pouvoir l'éclairer, quoi. J'avais pas besoin de cet argent et je me suis fait une grande fierté de lui rendre et de la soulager un tout petit peu
de l'argent elle a perdu beaucoup d'argent, quoi. Car il a fallu qu'elle fonde son appartement. Enfin, ça a été lourd, ça a été très lourd. Elle est décédée ruinée. Ruinée, totalement ruinée. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ben, ça m'inspire que il y a des gens qui sont pas très honnêtes, quoi. Il y a des gens qui sont pas très honnêtes. Et surtout, elle avait la maladie d'Alzheimer, c'est ça, hein, quand on perd. Elle avait perdu, elle était assise sur un banc, elle ne savait même plus qui elle était, quoi. Elle ne savait même plus qui elle était. Et les gens lui ont vraiment tourné le dos, quoi. Ils lui ont vraiment tourné le dos. Elle est née, elle a décédé. Bon, de toute façon, elle n'en avait plus rien à foutre, puisqu'elle a disparu. Mais quand même, c'est pas. Il n'y a pas que des gens honnêtes, quoi. Vous avez aussi éclairé des humoristes, j'en cite quelques-uns, Guy Bedos, Muriel Robin, Raymond DeVos, Michel Leb. Oui. Certaines sont devenus des amis? Oui, Guy Bedos, on était très liés, identique pour Raymond DeVos, même si ça a été sur la fin. Mais j'adorais Raymond DeVos, pour moi c'est le top. D'ailleurs, dans tous ses sketchs, si vous les écoutez, il ne cite jamais un nom. Il n'y a jamais une personne définie avec un nom et tout. Le seul nom qu'il citait, il disait, en jouant au bilboquet, je suis le Johnny Hallyday de la langue française. Et d'ailleurs, ils ont une anecdote tous les deux, car notre premier rendez-vous chez LIP, avec Raymond DeVos, on a un déjeuner ensemble, comme je le fais avec tous les artistes, et il m'explique l'anecdote où il passait à l'Alhambra et il avait en première partie un jeune qui commençait, qui avait 16 ans, qui s'appelait Johnny Hallyday. Mais ce jeune qui commençait, les gens étaient fous, ils cassaient les fauteuils et beaucoup d'artistes, dont Salvatore, enfin bon, bref, beaucoup d'artistes lui disaient à Raymond DeVos, même la patronne, c'était une femme qui tenait ça, lui disait, il faut arrêter cette première partie, elle ne va pas du tout avec ton spectacle et tout. Et lui leur a rétorqué, si vous enlevez la première partie, j'arrête mon spectacle. Et le soir, le déjeuner que nous avions eu à midi, le soir, je travaillais au Palais des Sports avec Johnny Hallyday et je raconte au casque, avec les poursuites, je raconte l'anecdote que m'a raconté Raymond DeVos. 3 chansons après, Johnny Hallyday dit « Je vais rendre un hommage à M. Raymond DeVos ». On ne s'était pas parlé de ça. Et il raconte l'anecdote, mais point par point, ce que m'avait raconté Raymond DeVos. Et donc, ils avaient une amitié très, ils étaient très liés, Raymond DeVos et Johnny Hallyday. Vraiment. Comme quoi, hein, des fois. C'est vrai. C'est très difficile d'éclairer un humoriste. Oui, très difficile. C'est très difficile parce que un humoriste n'a pas besoin de... Il n'y a pas de lumière qui font rire, quoi. Il n'a pas besoin de... Il se suffit à lui-même, quoi. Alors, il m'avait appelé Raymond DeVos, c'est-à-dire, il voulait un peu plus d'emphase, il voulait un peu plus quand je dis d'emphase, vous voyez, un peu parce que c'était boîte noire, donc c'était assez étriqué. Moi, je lui ai donné de la profondeur, j'ai commencé à éclairer un peu les rideaux, un peu comme Brad, quoi, on éclaire autour. Et lui, à lui tout seul, c'était un immense humoriste, Raymond DeVos. Vous avez souligné son univers. Ah oui, c'était en plus le plaisir d'aller travailler chez lui à Saint-Rémy-de-Chevreuse. D'ailleurs, si certaines personnes veulent y retrouver l'univers de Raymond DeVos, avec Micheline Pelletier, la veuve d'Alain Decaux, on a remis ça. Il a fait une fondation de sa maison et on a mis sa maison. Moi, dans l'état où je l'ai trouvé, parce qu'il avait un grenier où avec plein de jouets. Là, ça me fait chaque fois que je vois l'arbre de Noël, je pense à Raymond DeVos. Il avait des jouets de partout où on allait travailler, c'était un bonheur. Et s'ils veulent aller le visiter, ils retrouveront cet univers complètement déjanté de ce très grand humoriste. Un des plus grands qu'on ait eu en France, quoi. À quelques minutes en train de Paris, Saint-Rémy-les-Chevreuses. Saint-Rémy-les-Chevreuses, c'est tout à côté de Paris. Vous avez raison de le souligner. Vous travaillez actuellement sur la prochaine et nouvelle tournée de Michel Sardou. Oui, Michel Sardou, Renaud aussi, et Chimène Badi, qui chante Piaf à l'Olympia et qui est une très bonne chanteuse. Mais oui, Sardou qui repart en tournée
octobre 23, je crois. Comment va-t-il? Il va bien, je l'ai vu moi il y a une petite dizaine de jours, nous étions chez lui en rendez-vous. Il a toujours la pêche, il a toujours la gouaille, et surtout on sent qu'il a des fourmis dans les jambes, quoi. Il a envie de bouger, le bougre. Le théâtre, on avait fait son dernier spectacle, normalement qui devait être le dernier à la scène musicale, et puis après il a fait 2-3 pièces de théâtre, mais le public, le grand public, il a chanté, le public lui manque. Le public lui manque, oui. Il s'ennuie aussi. Il s'ennuie beaucoup. Oui, je pense qu'il s'ennuie, il se fait chier. Tout, vraiment, ouvertement, il se fait chier et donc il a envie de bouger et de retrouver son public, quoi. Et de retrouver son public. Avant de disparaître, il a envie de tout donner. Vous qui êtes dans la confidence, à quoi ressemblera cette nouvelle tournée? Alors, rien à voir avec ce que nous faisions d'habitude. On va essayer de, en tout cas, moi, en ce qui me concerne en lumière, essayer de changer un peu l'univers, quoi. De changer l'univers. On a des choses en 3D, on a des... Enfin, rien à voir avec ce qu'on a eu d'habitude. On va essayer de changer. J'ai pas dit peut-être d'innover, mais enfin de changer un peu la tendance actuelle, quoi. La tendance actuelle qu'il faut bien se mettre dans la tête, que ce soit la télévision ou tous les spectacles que je vois avec, j'appelle ça les essuie-glaces, qui se sont inspirés de Sardou quand on a fait venir les premiers Vari-Like qui ont été créés par le groupe Genesis, qui faisait une tournée aux États-Unis. Et moi, je travaillais sur Vegas à l'époque pour un Américain, Eddie Rabbitt, qui était le compositeur de country music pour Elvis Presley. Et j'avais rencontré la personne qui a été mandatée de créer un projecteur pour le groupe Genesis et qui m'a dit, après ce spectacle-là, j'en ai 140, si tu as un artiste qui les veut en France, j'ai appelé Michel Sardou, il me dit, amène-moi tes Variflex. Il appelait ça les Variflex. Quelles sont ses exigences pour cette nouvelle tournée? Faire plaisir à son public. Tous, que ce soit Dalidé, que ce soit Vartan, que ce soit Gréco, ils ont tous la préoccupation de faire plaisir à leur public, de les faire rêver, de leur donner de joie. Et en plus, Michel, lui, il ne veut pas s'occuper de scénographie, surtout pas, il dit simplement, voyez mon pote le fou là-bas, vous voyez Jacques, il s'occupe du reste. Mais sa préoccupation première, c'est de faire plaisir à son public. Vraiment, vraiment. Il a envie de ça, quoi. Il a envie de ça. Je vous dis, son public lui manque, vraiment lui manque. J'ai parlé beaucoup avec Anne-Marie, son épouse, et elle me le dit, elle me le répète, elle me dit, il faut qu'il aille voir les gens, quoi. Il faut qu'il... Le théâtre, c'est pas... C'est lui, mais c'est une histoire. Il joue un rôle. Disent que sur scène, c'est Michel Sardou, quoi. Les gens veulent voir Michel Sardou. Vous le retrouvez à un moment très particulier de sa carrière et de sa vie? Oui, je le retrouve lorsque j'ai rencontré Michel Sardou. Aujourd'hui, maintenant, au moment où on se trouve dans sa vie et dans sa carrière, oui, c'est important pour lui de venir oui, vous chercher. Oui, bien sûr, mais bon, avec Michel, depuis la première fois que nous avons collaboré, on est resté très, très, très liés, quoi, hein, très potes avec des gens comme Sardou, Barbara, tout ça. C'est pas un coup d'essai, quoi. Hein. Quand vous rentrez, quand ils vous appellent, déjà c'est eux qui vous appellent. Quand ils vous appellent, c'est pour développer un travail, hein, une écriture. Donc avec Michel, oui, bien sûr, pour moi c'est une grande fierté déjà, et c'est un bonheur de retravailler avec Michel Sardou, oui. Et c'était un plaisir et un bonheur pour moi aussi de plonger avec vous dans ces souvenirs de près de 60 ans. Oui, 56 ans. 56 ans. Ne me vieillissez pas trop non plus. Surtout pas, je n'aime pas qu'on le fasse avec moi non plus. Super Nicolas, merci, ça a été un plaisir de vous en... Un grand merci. Et puisqu'on est au pied du sapin, ces souvenirs se partagent. Il vous est possible évidemment d'offrir à celles et ceux autour de vous
qui aime aussi les artistes, le musical et le showbiz. Ces très beaux souvenirs, Mes années-lumière, sont parus aux éditions de l'Archipel. Merci à vous. Merci Nicolas. Soyez toujours le bienvenu à Bruxelles. Et joyeux Noël à tous nos auditeurs, comme on dit, Exactement. nos youtubeurs. À toutes celles et ceux qui nous suivent, on souhaite des très belles fêtes de fin d'année. Beaucoup de papillotes, lâchez-vous, lâchez-vous. Le temps est court, il faut se faire plaisir. Et avec un peu d'avance, une année 2023 pleine d'amour, la santé évidemment, et beaucoup de bonheur au pluriel. À bientôt.